Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission nommée Face à la diaspora. Une très bonne émission. On va aussi aujourd'hui découvrir beaucoup de choses à la diaspora congolaise et aussi beaucoup de réalités. Pourquoi pas aussi parler d'autant plus de la situation qui ronge aujourd'hui la diaspora congolaise. Surtout la diaspora qui vient dans la contribution du développement de la République démocratique du Congo. Je ne serai pas seul, mesdames et messieurs, je serai accompagné par une diaspora congolaise qui s'appelle M. Barthélemy Chibangu, qui a fait autant d'années en Europe. Aujourd'hui, il est au Congo. Il veut apporter une pierre, surtout dans le développement du Congo, dans son émergence. Et c'est suite à cela qu'on va essayer un peu de parler avec lui, de définir qu'est-ce que c'est la diaspora et qui est cette diaspora qui peut contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça les débats et les partages qu'on va faire avec nous aujourd'hui. À l'intégralité, cette émission est en train d'être réalisée par Rossi Makamba et au micro, c'est Obed Ismaël Waba. Merci. Bonjour, M. Barthélemy Chibangu. Bonjour, mon cher Obed. Quel plaisir de vous recevoir ici dans mon petit décor d'appartement. Je suis très heureux de vous voir aussi aujourd'hui en bonne santé. Merci beaucoup, mais écoutez, il faut faire attention à la santé, c'est la plus grande richesse qu'on a dans nos vies. Voilà, merci. D'entrée de jeu, M. Barthélemy Chibangu, vous êtes devant, aujourd'hui c'est notre émission, l'émission Face à la diaspora. D'abord, vous pouvez d'abord déjà saluer la diaspora qui nous suit à ce moment et partout dans le monde. Amis de la diaspora, j'en fais partie. Je vous salue chaleureusement depuis Kinshasa. Je salue tous les amis, les collègues, la famille, mes enfants qui sont en France et mon épouse bien sûr. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et nous sommes ici puisque, comme l'a bien dit Obed, je suis un retraité qui essaye tant bien que mal d'apporter sa pierre à l'édifice congolais. Je vous avoue que ce n'est pas facile. Nous allons sûrement revenir là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce pays, qui est le pays de nos ancêtres, c'est notre mère patrie. Et chacun de nous doit avoir la volonté par rapport à ce qu'il a acquis à l'extérieur du pays, comme les Chinois, comme d'autres peuples. Quand on a acquis de l'expertise à l'étranger, il faudrait avoir la volonté, en tout cas le souci, de revenir au pays, tant qu'on peut, voilà, et d'apporter sa contribution. Puisque le monde aujourd'hui, c'est un village, ce n'est plus chacun dans son coin. On a des valeurs communes. La technologie, elle est quasiment la même partout. Et si on a la technique, quel que soit le domaine, ça peut être le domaine financier, ça peut être le domaine scientifique, technique, il faut revenir au pays pour apporter ce qu'on a acquis. Bon, d'entrée de jeu, comme la première question, oui. Je m'en vais vous demander quel est l'impact de la diaspora congolaise au développement de la République démocratique du Congo. La diaspora a toujours été un moteur pour le développement de ce pays. La diaspora, ce que j'appelle, bon, il y a certains qui appellent la 27e province c'est du Congo. Voilà. À l'époque, quand il y avait 9 provinces, ou 11 provinces de la 2e province. Donc, la diaspora amène beaucoup d'argent dans ce pays, envoie en tout cas beaucoup d'argent dans ce pays. Cet argent, tout le monde, les études sont faites, que malheureusement cet argent a été plus utilisé dans le social, pour aider les familles à manger. Et depuis quelques années, dizaines d'années, vingtaine d'années, il y a eu quand même une diaspora qui a construit, qui a acheté des terrains, qui a construit des maisons, qui a acheté des appartements, toutes ces choses-là. Que ces fonds qui sont envoyés au pays servent au développement réel du pays et non pas seulement à nourrir les gens. Parce que nourrir, on mange, après on n'en a plus. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de créer, comme les Sénégalais, les Ouest-Africains, vous savez qu'il y a une banque de la diaspora dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, et cette banque pouvait drainer ces fonds, et ces fonds qui peuvent servir à la microfinance ou à d'autres domaines financiers pour que les gens, au lieu d'être là assis, Noko, grand frère, petit frère à Otinambongo, d'accord, que ça soit utilisé comme un prêt, par exemple, dans la microfinance. Quelqu'un qui ouvre une petite entreprise, comme je vois les mamans Malewa, comme je vois plein de gens ici à Kinshasa qui se débrouillent, et les fonds peuvent être utilisés à cela. Ça, c'est la bonne contribution au développement du pays.
La contribution ne doit pas être seulement on envoie l'argent pour nourrir la famille, non. Ça doit être amené, gérer, guider vers des activités qui puissent permettre aux gens d'être autonomes. Voilà. On peut généraliser la situation. Je sais que vous avez parlé comment économiser, comment s'investir, tout ça. Alors, qui est ces diasporas-là qui peut encore d'autant plus contribuer de tout ce que vous avez parlé aujourd'hui? Parce que nous avons plusieurs diasporas qui viennent de la France, qui viennent de la Belgique, qui viennent de l'Angleterre, des États-Unis et partout dans le monde. Alors, qui sont ces diasporas-là qu'on peut mettre d'accord ou qu'on peut être d'accord avec eux par rapport au développement? Unique, elle n'est pas diverse. Par contre, elle est éparpillée dans différents pays. Et chaque pays a ses réalités. Vous avez des pays aux États-Unis, on peut effectivement émerger si on a la volonté de le faire, c'est-à-dire qu'on peut créer facilement une entreprise. Aux États-Unis, c'est véritablement un pays d'opportunité. Hein? Donc, on peut parfaitement faire une activité et s'en sortir. Même si c'est difficile, je ne dis pas que c'est facile. Vous avez des pays comme les pays européens où quand même il y a de l'aide. On aide socialement les gens, on aide les familles, et malheureusement, c'est la diaspora européenne où on trouve le plus des personnes, comme on dit, un petit peu, ils me permettront, les amis de la diaspora européenne, beaucoup d'inciviques. Pourquoi? Parce que les gens peuvent ne pas travailler, avoir de l'aide sociale, ce qu'on appelle l'aide sociale en Europe. Et ça, malheureusement, c'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens qui viennent de la diaspora ont des antivaleurs. Oui. Je ne veux pas trop m'attarder dessus, mais c'est une réalité. Vous avez une diaspora qui est vraiment une diaspora d'antivaleurs. Une diaspora qui insulte leur pays d'origine, qui insulte les autorités des pays d'origine, qui disent tant de choses très négatives sur leur pays. Et ça doit être banni. Parce qu'on sait très bien qu'en Europe... Et qu'est-ce que vous contrôlez par rapport à ça? Parce qu'il y a certaines diasporas qui ont géré le pays, qui classent le pays mal, puis vendent même notre image dans un mauvais sens. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus? Une diaspora qui a géré le pays. Oui, non, qui parle mal. Qui parle mal du pays. C'est bien de ça que je dis. Je dis, c'est une diaspora, vous savez, beaucoup de gens sont partis au Congo, pas dans les mêmes conditions. Parce que des gens comme nous, de notre génération à nous, on a quitté le Congo dans la fin des années 70. 77, 78, wow. Voilà. C'est une histoire. Et à l'époque, on partait en Europe non pas pour aller travailler ou pour des raisons politiques, pas du tout. En tout cas, ce qui était de notre cas, notre génération. À l'époque, nous avions 18 ans, 19 ans. D'accord? Donc, on partait pour étudier essentiellement. Donc, on fait des études. Alors, certains restent en Europe parce que l'opportunité s'est présentée qu'on reste en Europe, on s'est marié ou des choses comme ça. Mais donc, revenez au pays travailler. Il y a des collègues ici qui étaient avec nous en Europe qui travaillent. Bon. Et là, c'est là où il faut faire la différence entre cette diaspora-là de l'époque, des années 70, 80, un petit peu 90 ou 90, et la diaspora qui est venue dans les années 2000, là, fin 90, 2000, qui était quand même une diaspora plutôt des chômeurs, d'oisifs au Congo, des gens qui fuyaient, des réfugiés politiques et des réfugiés économiques. Je pense que c'est à l'époque qu'on appelait les Ngoulous. Vous avez entendu parler de ça, les Ngoulous, les gens voilà, qui partaient dans les bagages des musiciens, dans les bagages de certains. Bon. Et malheureusement, c'était une diaspora qui avait déjà des niveaux dégradés, niveau intellectuel, niveau d'études et tout ce qu'on veut. Ça fait quand même longtemps. Vous savez, j'ai à l'époque, en 98, lorsqu'il y a eu... j'ai bien revenu cet exemple parce que c'est là où le phénomène combattant a démarré. Ok. Dans les années 98, par là. C'est une révélation, hein? C'est une révélation, oui, je vous dis, d'ailleurs, il y a quelques personnes qui peuvent se rappeler de nous. À l'époque, lorsque disons, le Rwanda a fait cette fameuse opération sur le Bas-Congo, ils ont fait une opération reportée sur le Bas-Congo avec des militaires pour pouvoir attaquer Kinshasa. Et là, nous nous sommes levés, certains, en France. Est-ce que vous rappelez la date? Je n'ai pas la date exacte, c'était l'été. Je sais que c'était l'été, c'était pendant l'été. Hein, l'été commence au mois de juin, voilà. Et je me souviens qu'on avait manifesté énormément. J'ai oublié le nom d'un ami là qui est électricien, qui est électricien en France, et travaille dans une grande entreprise d'électricité. Et on avait manifesté beaucoup. On est allé jusqu'à déposer un mémo au ministère français des Affaires étrangères
pour dire qu'on était absolument contre le fait que le Rwanda cherche à nouveau à envahir le Congo, alors que le chef de l'État avait expulsé les militaires rwandais du Congo. Ils sont revenus avec une opération très osée, je félicite d'ailleurs les Quinois, hein, parce que cette opération a échoué essentiellement grâce aux Quinois. J'ai dit bravo, et cet esprit des patriotes, exactement. Et cette période, cet esprit qui avait habité les Quinois de l'époque doit absolument revenir. Ok. Doit revenir dans quel sens? Je fais juste une aparté là-dessus parce que je risque de passer sur un point très important. Tout Congolais doit être combattant aujourd'hui. Parce que le Congo aujourd'hui, il est menacé par le monde entier à cause de ses richesses. Et les Congolais doivent devenir des combattants, doivent avoir cet esprit combattant pour dire non, non, non à ceux qui veulent balkaniser ce pays. Voilà. Et c'est pas une vue d'esprit, la balkanisation. On en parle, mais concrètement, aujourd'hui, vous avez tout un tas de gens de la mafia internationale, mafia financière internationale, qui veut absolument balkaniser le Congo. C'est là où je fais un appel aux Congolais. Je l'ai fait dans une autre émission, dans une autre chaîne de télé. Il faut que le Congolais puisse se réveiller et se préparer à défendre leur pays militairement. Voilà. Et là, je fais un appel au chef de l'État qui avait promis de mettre en place un service militaire obligatoire, de le faire assez rapidement, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois. Il faut mettre en place un service militaire. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, sur le Congo, tout le monde dit que le Congo est encerclé par les Rwandais et les autres. Si les combats, si on est attaqué de plusieurs côtés, on n'aura pas assez de militaires pour défendre le pays. Le service militaire obligatoire, c'est ça. Pour que demain, les combats sortent au Bas-Congo, il y aura suffisamment de militaires pour défendre le pays. Et ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. Ces services doivent être formés, on doit former les militaires. On doit former tous les jeunes. Je vous donne un exemple. Moi, je ne l'ai jamais caché. Moi, je suis un citoyen français aujourd'hui. Voilà. Je suis un Congolais. Je suis né ici, je grandis. Vous êtes originaire de la République. Voilà, exactement. Je suis des pères et des mères. Voilà. Par contre, Dieu a fait que je me suis retrouvé en Europe, très jeune. Et en Europe, j'ai été, dans les circonstances qui étaient les miennes à l'époque, obligé de faire le service militaire en France. Je l'ai fait. Mais aussi. Moi, je ne suis pas comme beaucoup de gens qui viennent ici, de la diaspora, la mauvaise diaspora, qui cachent leur passeport dans les valises. On va arriver là-dessus parce qu'on va en parler. Voilà. Qui cachent dans leurs valises et qui se présentent avec des cartes d'électeurs. Non. Voilà. Non. Moi, je suis toujours clair. Quand on n'est pas honnête dans les petites choses, on ne sera pas honnête dans les grandes choses. Voilà. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est l'écriture. Tous les voleurs qu'on voit, tous les problèmes de corruption, de détournement d'argent, c'est aussi parce que les gens n'ont pas de bonnes valeurs. Chance d'évoluer en Europe dans des bons milieux, si vous voulez, parce qu'il y a aussi des gens qui ont évolué dans de mauvais milieux en Europe. Et on a évolué dans de bons milieux où peut-être ces valeurs ont été renforcées. À l'européenne, notamment grâce au service militaire. Moi, j'ai fait service militaire en France. Et donc, ce qui fait que j'ai acquis des valeurs qui me permettent aujourd'hui d'être quelqu'un d'assez correct. Voilà. D'accord. Deuxièmement, je suis entré dans l'administration française à travers une entreprise publique. Pendant que vous étiez dans l'armée, vous avez... Non. L'armée a duré une année. L'armée, c'est une année. Un service militaire obligatoire, c'est une année. Oh, voilà. C'est un contrat? Non, c'est pas un contrat. Tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Je vais voir comment j'y suis allé, alors que j'étais souffrant, on est venu me chercher pour aller dans l'armée. Parce que les délais de faire un service militaire étaient atteints et qui risquaient d'être dépassés. Bon, les jeunes gens, c'est 18 ans, mais moi, j'avais déjà un âge où, si j'ai dépassé de quelques mois, je ne pouvais plus le faire. Donc, l'armée était venue me chercher et je suis allé à l'armée. C'est comme ça, c'est obligatoire. Oh. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, ça, c'est bon, c'est l'administration militaire qui est comme ça. Et la loi du pays aussi. Maintenant, c'est pour vous dire que lorsque je travaillais dans une entreprise de l'État français, d'accord, où il fallait une discipline. J'ai prêté serment devant un juge pour faire mon travail. Après, quand j'ai évolué professionnellement, ça je pourrais vous en parler un peu parce que la diaspora, c'est important de savoir qui est qui. Quand j'ai évolué professionnellement, à chaque stade d'évolution, il y avait une espèce de serment que tu fais pour respecter les règles déontologiques de ton travail. Voilà. C'est comme à l'armée. À l'armée, tu dois respecter les règles de l'armée. Hein? Notamment une règle... Tu dois être discipliné. Voilà, il y a la discipline, la rigueur, la persévérance, toutes ces choses-là qu'on peut apprendre dans l'armée. Et là, par rapport à l'armée, je vais vous donner une petite phrase qui m'est toujours restée. Hein. Vous voyez, ça date déjà près de 30 ans, mon armée. Hein. C'est pas d'hier. Hein. Ah, voilà. et cette phrase, c'est celle-ci.
Quand je fais mon service militaire, c'était en hiver, en plein hiver, en France. Alors, l'hiver, c'est froid. Hein. Ouais, voilà. En plus, vous savez, on passe un peu du coq à l'âne, j'aime pas trop ça, mais c'est quand même bien aussi, pour que ce soit vivant. Oui, il faut nous expliquer. Lorsque j'ai fait mon service militaire, j'étais appelé comme un soldat lambda, comme on dit, bidas. Okay. À l'époque, on disait des bidas, c'est-à-dire un soldat de base. Caporal. Non, caporal, c'est pas un soldat de base. Hein. Caporal, c'est un gradé déjà. C'est gradé déjà. Absolument. Alors, je vais y revenir, je vais vous dire ça. Et donc, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait, on testait aussi les niveaux d'une génération. J'étais un peu plus âgé que 18 ans, mais on testait les niveaux d'une génération. Et on faisait des tests qui étaient des tests nationaux pour voir les niveaux du jeune français. Et lorsqu'on a fait ces tests-là, on me convoque, on me dit, tu as un bon niveau, toi, hein. On va t'envoyer faire le peloton d'élèves gradés. Et là, je vais revenir au caporal. Donc, au lieu que j'aille avec tous les militaires, tous les jeunes, faire l'apprentissage du métier du militaire, hein, apprendre à tirer les valeurs, eh bien, je me suis retrouvé dans un peloton d'élèves gradés. Alors, c'est quoi un peloton d'élèves gradés? C'est des gens qui ont un bon niveau, qui puissent commander des pelotons. Un peloton, ça peut être une quinzaine, une vingtaine de militaires, un groupe de militaires, voilà. Justement, dans un peloton d'élèves gradés, et là, au lieu de rester en région parisienne où étaient beaucoup de gens de ma génération qui avaient fait à ce moment-là, mais c'est des régions très froides, parce que c'est les Jura, ce sont les montagnes, des choses comme ça. Et là, quand j'avais froid, parce que ça fait très froid, c'était en mois de février, donc c'est froid, en mois de février, c'est encore l'hiver. Mais figurez-vous que quand je disais à mon chef que j'avais froid, hein, c'était un adjudant-chef, il me disait, Barthélemy, le froid c'est dans ta tête. Ça veut dire quoi? Oublie, ça veut dire quoi? Dans la vie, il faut oublier les difficultés et regarder l'objectif. C'est ça. Pour les gens, pour les Congolais. Pour le jeune aussi. Voilà, malgré les difficultés que les Congolais on a aujourd'hui, il faut regarder l'objectif, c'est quoi? C'est défendre ce pays, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Voilà. D'accord? Pour passer au développement. Exactement. Parce que le développement ne viendra pas avec tout ce qu'on nous fait aujourd'hui, le vol des minerais. Et là aussi, c'est pour les autorités judiciaires. Monsieur le ministre, le nouveau ministre de la Justice, Constant Moutamba. Voilà, monsieur Moutamba, avec tout le respect que je vous donne également, n'hésitez pas d'arrêter les gens, cher monsieur. Si vous avez l'Europe avancée, c'est parce qu'on arrête les gens, même le président de la République. N'hésitez pas d'arrêter, monsieur le ministre. Arrêtez tous ces gens qui gonflent comme des grenouilles au lieu de faire le boulot et de rester à leur place. Monsieur le ministre, vous avez cette fonction-là, et la fonction prime sur le grade. Vous avez une directeur du cabinet qui vient vous voir pour retirer 60 millions en espèces, vous dites non. Et celui qui donne, on l'arrête, monsieur le ministre. C'est une phrase que j'ai apprise de l'armée. La fonction prime sur le grade, monsieur le ministre. Donc, un fonctionnaire qui est à la caisse de la Banque centrale, on vient lui dire, donnez l'argent. S'il dit que si c'est illégal, il ne donne pas. On ne doit pas le virer pour ça. J'étais au poste de garde pour entrer dans la caserne. C'était mon tour. À cette époque-là, vous savez qu'à Paris, il y a des militaires qui viennent de province, qui viennent de partout pour la sécurité à Paris. Et à cette époque-là, c'était, disons, une compagnie de gendarmes qui était venue dans la caserne où j'étais, qui était logée là-bas. Évidemment, ils ont des permissions en civil, ils sont sortis. Et au retour, certains n'avaient pas de pièce d'identité pour entrer à la caserne. Alors moi, j'étais chef de poste, j'ai dit non, vous n'entrez pas, vous n'avez pas de pièce d'identité. Leur chef est venu me voir, le commandant, il a dit écoutez, ce sont mes militaires. Donc moi, j'ai ma carte, je les fais rentrer. J'ai dit mon commandant, je ne fais pas rentrer ceux qui n'ont pas d'identité. Vous allez les chercher, mon commandant, et vous revenez avec. Et c'est ce qui s'est passé. Et le commandant n'a pas été offusqué. Vous comprenez? C'est cette phrase-là que j'ai toujours appris, c'est que la fonction dans les services de l'État prime sur le grade. Un fonctionnaire, quel qu'il soit, même si c'est un initié dans un service, si vous venez et que vous n'êtes pas autorisé, il ne doit pas vous laisser passer. Et il ne doit pas être sanctionné non plus. Et cette phrase-là, elle doit être apprise à tous les fonctionnaires congolais. J'ai fait appeler les fonctionnaires congolais. Soyez dignes et soyez fiers de votre travail. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. D'accord? Et ça, j'aimerais bien, j'ai fait un appel aux écoles, notamment à l'ENA ou dans les écoles où on forme les fonctionnaires. Je suis prêt à faire des témoignages vivants. Nous sommes en train de vieillir, chers amis. Profitez. En tout cas, nous voulons vous offrir, vous montrer ce que nous avons amené de beau ailleurs. Parce que vous critiquez la diaspora avec raison. On voit les bêtises que certaines diasporas font dans ce pays. Mais nous sommes une diaspora différente.
qui avons de l'expertise, qui avons de la matière, qui avons vécu des choses qui font que l'Europe avance aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous dis, nous sommes là. Nous sommes là. Tout le monde condamne la mentalité du Congolais aujourd'hui. D'accord? J'étais venu ici, alors certains me connaissent, il y a beaucoup, je voudrais remercier certaines excellences, je me permets de les citer parce que certains ne sont plus dans les... Monsieur le ministre Moutinga, merci de m'avoir reçu et d'avoir travaillé ce projet, malheureusement, que vous n'avez pas, enfin, qui n'a pas été mis en place par vos services, mais je voudrais remercier toutes les dames, vos conseillères qui m'ont beaucoup accueilli, qui étaient très gentils avec moi et à qui j'ai présenté plusieurs fois le projet. Je voudrais remercier l'excellence qui est au changement de mentalité. Hein, le pasteur Kangoudia, le pasteur Chilombo, et toutes vos équipes, vos secrétaires, je vous remercier à cette occasion. Et je voudrais, monsieur le ministre de la Jeunesse, l'ex-ministre de la Jeunesse, monsieur Moukoulou Yves, je voulais vous remercier. Hein, vous m'avez ouvert les portes de vos cabinets, on s'est vu plusieurs fois. Même quand mon expert est venu ici, vous êtes venu à l'hôtel, nous nous sommes vus. Malheureusement, on n'a pas fait le projet avec vous. Bon, c'est comme ça. Et je voulais remercier aussi quelqu'un qui est très important pour moi, c'est le docteur Miteo de la Maison Civile. Je voulais vraiment, son excellence, vous remercier. Je vous l'ai déjà dit, je voulais même dire en Tchoulouba, toi ce qu'il dit là, parce que vous nous avez reçus avec mon expert, très gentiment. Bon, ce qui s'est passé après, vous savez pourquoi, excellence, je vous ai expliqué. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait à l'époque, de nous avoir fait venir et de vous avoir présenté ce projet. Nous sommes prêts à revenir, vous connaissez les conditions, excellence, vous avez mon téléphone. Je voulais aussi remercier au niveau de la présidente de la République, son excellence, M. Kolongele, professeur Dr Kolongele. Je vous tire mon chapeau pour tout ce que vous aviez fait à l'époque pour ce projet. Je voudrais remercier le général Kassongo de service national. Mon général, je vous salue. Vous avez été d'une grande ouverture d'esprit et je sais que les choses se sont bien passées pour vous avec ce projet que j'ai amené au Congo. Je ne rentre pas dans le détail, vous le savez très bien et je serai heureux de vous revoir. Et que voilà, vous savez très bien que ça peut encore aller plus loin. Hein. Justement, j'aimerais vous voir par rapport au service national qu'on pourrait mettre en place. J'en ai l'expérience, hein, comme je l'ai dit dans cette émission. Voilà. Et nous pouvons aider ce pays. Vous faites déjà un grand travail, mon général. Vous pouvez encore aller plus loin, comme je vous l'ai déjà dit. Merci à vous, monsieur le Dr Hirong, votre directrice de cabinet. Voilà un petit peu sur les remerciements, parce que c'est important aussi de remercier les gens qui vous ont fait confiance. Aujourd'hui, on a une diaspora que nous avons aujourd'hui qui viennent contribuer au Congo, qui viennent un peu, je dirais, mal donner votre témoignage, parce qu'ils viennent ici au Congo avec un mauvais témoignage, dans le sens que quand on les confie les responsabilités, hautes responsabilités, ils ne parviennent pas à distinguer ni mettre l'expertise, comme vous l'avez dit, en marche. Maintenant, comment recruter une diaspora? Ouais. Très bonne question. Rendre service. Très bonne question. Monsieur le Président, je sais que vous êtes préoccupé par la sécurité de ce pays. Vous dormez avec ce problème, vous vous réveillez avec ce problème, nous sommes au courant de ça. Délégué à certaines personnes, Monsieur le Président, nous sommes là. Je voulais vous dire, Monsieur le Président, il y a une association qui s'appelle la FAF, la Fédération des Anciens de France, Monsieur le Président. À travers cette FAF, qui est gérée par le grand frère professeur Sébastien Kilongozi. Monsieur le Président, nous voulons créer une idée qui est déjà assez ancienne, dont on a parlé au début de votre mandature, première mandature, c'est créer le guichet unique diaspora, Monsieur le Président. Moi, j'ai été victime de ça. J'avais personne qui puisse me guider quand je suis revenu ici au Congo, avec un très grand projet, Monsieur le Président, que la présidence connaît. Je cite le nom, c'est avec le général Bruno Clément Bollet, général français retraité. Nous sommes venus avec un projet phare pour ce pays, Monsieur le Président. S'il y avait une structure comme guichet unique diaspora, Monsieur le Président, je n'aurais pas connu ce que j'ai connu, que je pourrais vous en parler, parce que bon, voilà. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, la bonne diaspora qui vient avec des bons projets, Monsieur le Président, ne sait pas à qui s'adresser. Ne sait pas à qui s'adresser. Nous sommes baladés entre plusieurs personnes, plusieurs structures,
des rabatteurs, de certains ministres qui nous voient, vous avez un projet, je vais faire ça, certains de vos conseillers. Escroquer les gens. Les gens viennent, Monsieur le Président, avec des bons projets, avec des gens sérieux de l'Europe, de l'Occident, ou d'ailleurs. Hein. J'ai un jeune Congolais qui vient de la Chine récemment. Malheureusement, on ne sait pas à qui s'adresser. À qui s'adresser? On ne sait pas, Monsieur le Président. Et ça, c'est pas normal. Soit vous créez un ministère de la diaspora, c'est dommage que dans le nouveau gouvernement, Madame la Première ministre n'a pas pensé, parce qu'elle-même vient de la diaspora. Créer une structure pour la diaspora, Monsieur le Président, vous allez être étonné de ce que nous pouvons faire. Nous avons une diaspora, Monsieur le Président, de grandes valeurs. La diaspora n'est pas seulement les diplômes, Monsieur le Président. Ne recrutez pas les gens qui parlent les diplômes. Parce que si on a un diplôme, Monsieur le Président, qu'on n'a pas pratiqué, on n'apprend plus rien. On n'a plus rien dans la tête. Vous avez des gens qui ont étudié, qui ont travaillé dans leur spécialité en Occident, aux États-Unis, peu importe. Et ce sont ces gens-là. Mais s'il y a une structure comme un guichet unique diaspora, Monsieur le Président, ils viendront à cette structure avec des gens sérieux qui travaillent. On pourra aider ce pays de façon plus pratique, plus concrète et plus sérieuse. Mais certains n'ont pas la chance que moi j'ai eue avoir des ouvertures, de rencontrer des ministres et autres. Mais s'il y a une structure comme celle-là, Monsieur le Président, ça va aider beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi nos enfants. Moi, j'ai un fils qui fait l'intelligence artificielle. D'accord? Avec d'autres jeunes gens d'origine congolaise en France. Ils ont créé une structure, pas une structure, un logiciel du genre Yango ou Uber en Europe. Et ces structures, ils veulent le faire pour que, à chaque arrêt de bus, on installe une borne qui indique que dans combien de temps le prochain bus va arriver. Oui, comme en Europe. En Europe, il y a ça. Okay. Quand tu attends un bus, tu peux voir une borne qui indique prochain bus dans 20 minutes, prochain bus dans 30 minutes. Oui. Mon fils et ses amis, ils ont créé ça. Mais ils cherchent un peu à l'améliorer, évidemment. Et puis, ils me demandent, mais papa, comment on fait pour amener ça au Congo? Moi, je leur ai dit, écoutez, on peut y aller, on va voir. On va essayer de rencontrer des gens. Et ça, c'est un peu dommage parce que mon fils, il a 24 ans. Tous ces jeunes qui sont nés en Europe, qui font de bonnes études, mais comment les aider? Comment les aider s'ils veulent venir dans ce pays? Comment faire? Okay. D'accord? Donc ça, c'est une demande. C'est une question que vous adressez directement au chef de l'État. C'est une demande que je fais au chef de l'État. Voilà. D'accord? Et à ses collaborateurs. Le président ne peut pas tout faire tout seul, ça n'existe pas. Mais vous avez les collaborateurs du président, ministère des Affaires étrangères, ministère de je ne sais pas quoi, structure à la présidence, comme moi aujourd'hui, là. Je suis de la diaspora. Mais qu'est-ce que tu as fait dans la diaspora? Quelles sont tes références dans la diaspora? C'est la question qu'il faut poser aux gens. Vous avez travaillé où? Dans quelle entreprise? Vous avez fait quel métier? Vous avez des gens qui étaient des... Je n'ai rien contre les vigiles. Hein? Je n'ai rien contre les vigiles ni les maîtres. Hein? Donc, la diaspora, on ne doit pas venir là s'afficher diaspora parce qu'on a un costume. Qu'est-ce que tu as fait en Europe? Qu'est-ce que tu as fait en Amérique comme travail? Qu'est-ce que tu as fait aux États-Unis? Qu'est-ce que tu as fait en Irlande? Qu'est-ce que tu as fait en Angleterre? Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens d'aventuriers, vous savez, ils ont des diplômes, mais non, il n'y a jamais rien pratiqué. Voilà, c'est ça. Et donc, réponse, je l'avais déjà donnée, je la redonne, créer un guichet unique diaspora, Monsieur le Président, c'était prévu. Créer un service militaire dans ce pays, nous sommes là pour vous aider. On dit voilà, cette personne doit être à tel niveau, doit avoir telle expérience. S'il n'a pas les diplômes, il doit avoir telle expérience professionnelle pour pouvoir le recruter. L'analyse est pour les milliers de diasporas ici du pouvoir. L'analyse que vous faites. Oui. Par rapport aux milliers de diasporas ici du pouvoir. Et je suis ici dans ce pays. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et à chaque fois, c'est des comportements qui sont anormaux. Okay. D'abord, il y a certains qui ne nous respectent même pas. Vous critiquez la diaspora, monsieur, mais on ne nous respecte pas. Moi, je peux sortir mon CV. Combien de gens peuvent sortir mon CV comme le mien? Combien de gens qui ont été des directeurs d'agences bancaires en France, qui ont été dans l'armée, gradés dans l'armée? Combien? Il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Mais quand on voit les excellences, on leur parle de nous, on montre les CV, il n'y a pas de respect. Certains ne respectent pas. Et moi, je n'ai pas besoin ici de commander ou des choses comme ça. Je fais un boulot où j'étais respecté en Europe. Je vais vous montrer les photos de mon boulot quand j'étais en Europe. Okay. D'accord? J'étais respecté à l'armée, je vous ai expliqué un petit peu comment j'ai pu être gradé dans l'armée française. J'ai été respecté dans mon travail parce que je suis monté jusqu'au niveau du directeur d'agence, ce qui permet d'avoir une certaine représentativité. J'ai même représenté
mon entreprise, donc la Poste à la Banque Postale, dans certaines actions de l'État, localement bien sûr, pas au niveau national. Ouais. Donc tout ça, c'est pour dire que vous avez une diaspora qui mérite d'être respectée dans ce pays et qui peuvent apporter un plus à ce pays. Hein. Voilà, je ne vais pas entrer trop dans le détail personnel, hein, parce que bon, voilà, c'est un peu ça. Nous sommes là pour aider le pays. Voilà. Merci, M. Barthélémy Chibarou-Moukouna. Je rappelle que c'est tout à fait. C'est notre frère, c'est notre papa, bien qu'il a pris du temps de rester en Europe, mais c'est notre papa. Et il a l'expérience. En tout cas, il a besoin de servir la nation congolaise. Et là, on fait l'appel aux autorités compétentes, surtout particulièrement au chef de l'État, de revenir à la raison de prendre de telles personnes pour servir ces pays parce qu'ils ont l'amour. Avant la fin de notre émission, pour avoir un mot adressé à la population, mais surtout à Lingala, pourquoi pas aussi parler un petit mot à nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Bon, chers amis, Lingala Nazoloba, Natanga Mona Paris. Donc, comme Kobongisanga, on a kiné depuis 2 ans, 3 ans Nazoya. Naina le Belabino Boye, Bokoyo, et Zaboka Osakana Namote. Bokoyo, monde mobile bazo Lulango. Pandekonanga, to défendre Bokoyo. Place nous aux allées défendre Bokoyo. Ce qu'on monnaie ou moto à d'esprit mabé, que nous avons sa police, on est sa l'État. Bana Betu, Bo Subaji Tonga Congo. Tu Tonga Congo, tu Tonga Didi, Bantu Bo Subajini, la Wani Balo, Kusobam du Tonga, Annie Badinienga, Badianata. Tout le monde nous la main sous moi, Bo Sunuchi. Où est mon moutou, n'esprit moubi. Ani oui, ban franc, ani mousso cause bois le boubi, n'dawabi la police. Bon, appuyer Congo. C'était à l'époque là. Et je tiens aussi à remercier, je ne sais pas si je peux le dire, mais il est déjà mort, Yerodia. Bravo à ce monsieur qui s'est mis debout pour dire non aux Rwandais. Et les Kinois se sont mis debout avec eux. Les frères de l'Est, qu'on ne vous trompe pas. Vous êtes des grands patriotes congolais. Nous vous soutenons, nous vous appuyons, nous sommes avec vous de cœur, d'esprit. Si j'étais plus jeune, mes amis, je me serais engagé dans Ouazalendo. Mais si on me demande de le faire, je le ferai, même à mon âge là. Chers amis de l'Est, je le connais depuis au moins 2 ans maintenant. Voilà. Et continuez de le soutenir avec toute son équipe de caméramens et autres pour que cette chaîne puisse avoir l'impact qu'il faut dans ce pays, parce que je pense qu'il fait du beau travail. Voilà. Merci à vous à tous. Nous mettons un terme à cette émission face à la diaspora. J'étais là à la présentation Obed Ismaël Ouaba, derrière Amnesty Hiroshi Makamba. Nous espérons que cette émission va vous édifier. On n'a pas juré les gens, on n'a pas parlé mal de gens, on a juste parlé de la réalité. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il faut parler aussi de la diaspora. On ne peut pas les isoler ou les laisser comme ça. Il faut parler de la diaspora aussi, éclaircir l'opinion sur ce qui se passe dans notre pays. Voilà, on est ensemble, à toute la population de l'Est du pays, on ne vous oublie pas.